Alors effectivement, je suis rapporteur pour avis dans le cadre du projet de loi de finances 2018 sur le programme 148. Alors le programme 148, il s'appelle Fonction publique, mais il est intégré à une mission qui s'appelle Gestion des finances publiques et des ressources humaines. Mais en fait, il est cerné juste sur 3 volets, c'est-à-dire la formation professionnelle, l'action sociale interministérielle et puis l'apprentissage. Je ferai une petite remarque concernant l'apprentissage. Les dotations ont un peu baissé pour cette année 2018, ce qui est un petit peu dommage puisque l'apprentissage devrait être développé selon la volonté du gouvernement et puisque c'est une formation très performante. Donc on peut regretter qu'il y ait une baisse de dotation, mais surtout on peut regretter que l'État ne favorise que l'apprentissage dans la fonction publique d'État, en subventionnant quand même à hauteur de 11 000 € par apprenti embauché, et pas du tout dans la fonction publique hospitalière, pas du tout dans la fonction publique territoriale. Or, c'est la fonction publique territoriale qui a embauché le plus d'apprentis. Plus de 52% des apprentis embauchés le sont dans la fonction publique territoriale. Donc, je pense que les employeurs territoriaux pourraient être aidés sur ce volet-là, d'autant qu'avec la diminution des dotations pour les collectivités, on peut craindre une diminution des recrutements sur le volet apprentissage. Donc c'est un petit problème, je pense qu'il faudrait qu'on s'en soucie. Voilà. Et puis, j'aurais voulu aussi développer 2 ou 3 petits points. J'ai senti au cours de mes auditions que le fait qu'il n'y ait pas un ministère de plein exercice de la fonction publique comme auparavant a été très mal ressenti. Le fait d'être attaché à Bercy, particulièrement, envoie un signal un petit peu négatif, c'est-à-dire que envisage-t-on l'avenir de la fonction publique que du point de vue budgétaire. C'est un peu ce que les agents ressentent. Voilà. Bon. Après, le gouvernement souhaite diminuer le nombre de postes dans son quinquennat, 120 000 postes, 50 000 à l'État, 70 000 dans la fonction publique territoriale. Alors c'est un seuil qui n'est pas du tout inatteignable, puisqu'on sait qu'il y a environ 350 000 agents qui partiront à la retraite d'ici 2022. Donc remplacer un agent sur 2, ça peut être réaliste. Encore faut-il que ça le soit dans les bons volets de la fonction publique. Il y a des secteurs où il ne faut absolument pas diminuer les postes, mais au contraire les renforcer, donc réorganiser un peu la répartition des postes. Ça me paraît très important et c'est un souci que j'ai pu constater lors des auditions de la part des organisations syndicales notamment. Voilà, j'aurais voulu aussi aborder un sujet, c'est le sujet des jours de carence, du jour de carence qui va être probablement réinstauré. Alors c'est un sujet prégnant, le Sénat s'en était aussi bien préoccupé à plusieurs reprises puisque nous avions voté des amendements pour réintroduire 3 jours de carence, comme dans le privé. Ça n'a jamais été suivi évidemment par le dernier gouvernement, mais celui-ci donc se préoccupe de l'absentéisme, puisque ce rétablissement du jour de carence vise à responsabiliser les agents, à lutter contre l'absentéisme. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, parce que la période pendant laquelle il a été instauré, c'est-à-dire 2011-2013, on a constaté quand même une baisse de 60% des arrêts d'une journée. Et puis aussi une baisse de la moyenne des arrêts. Donc c'est quelque chose qui a prouvé son efficacité, donc le rétablir me semble important. Je voulais aussi évoquer la hausse de la CSG pour les fonctionnaires et notamment la compensation. Donc celle-ci a été prévue par le gouvernement, fort heureusement. Donc la hausse de la CSG n'aura pas d'incidence sur le pouvoir d'achat des agents, mais il ne doit pas avoir d'incidence non plus sur les employeurs. Ça ne doit pas coûter 1 € à l'employeur. Donc un mécanisme de compensation aussi pour l'employeur a été trouvé, donc on peut se féliciter de ce dispositif s'il est effectivement bien appliqué et s'il est pérenne dans le temps, notamment pour les employeurs. Voilà. Une question peut se poser, on voudrait avoir des certitudes du côté du gouvernement sur ce sujet-là. Un article du projet de loi de finances propose de rétablir le jour de carence.
Alors, je pense que c'est une mesure intéressante puisqu'elle vise à lutter contre l'absentéisme et à responsabiliser les agents. Je pense que les employeurs ils sont tout à fait favorables, de même que les DRH. J'ai auditionné l'association des DRH des grandes villes. C'est une mesure effectivement qui a eu une certaine efficacité. Entre 2011 et 2013, on a pu constater que plus de 60% des arrêts une journée ont diminué. Et puis aussi, la moyenne des arrêts a diminué pendant cette période-là. Donc je pense que c'est quelque chose d'important qu'on peut remettre en place. Le Sénat avait par ailleurs à plusieurs reprises proposé même la réintroduction des 3 jours de carence, comme pour le secteur privé. Bon, le dernier gouvernement n'a pas suivi, celui-ci s'intéresse au sujet et c'est louable. Alors on pourrait peut-être quand même se poser la question, faut-il l'appliquer à tous les arrêts, dès le premier arrêt ou pas? Je sais qu'à l'Assemblée nationale, ma collègue députée en charge du même dossier propose des mesures différentes. Je verrai ce qu'il en est à l'Assemblée nationale. En tout cas, on pourrait peut-être se poser la question si il est utile de l'appliquer en cas d'hospitalisation, parce que là, on peut ne pas avoir du tout de doute sur la véracité de l'arrêt. Pour les femmes enceintes aussi, qui ont peut-être une pathologie particulière. Voilà. Donc des questions qui peuvent se poser. Mais je pense aussi que parallèlement à tout ceci, on pourrait insister sur le contrôle des arrêts maladie, comme cela se fait dans le secteur privé. Pour information, le Centre de gestion du Rhône a créé un service de médecine de contrôle. Et les grandes collectivités du Rhône font appel à ce service. Donc c'est dire que cette question est importante pour les employeurs. Et je pense qu'il faudrait le généraliser. Voilà. Et puis pour lutter contre l'absentéisme, il me semble aussi qu'il faudrait peut-être promouvoir une politique de prévention. Voilà. Et notamment la formation des managers pour ces sujets-là. Alors, chaque fois que je suis nommée rapporteur pour avis, j'essaye de faire un petit focus sur un sujet d'actualité. Et cette année, j'ai choisi de m'intéresser particulièrement au CPA et au CPF, donc le compte personnel d'activité, le compte personnel de formation. Donc, je pense que c'est un dispositif nouveau qui est intéressant pour les agents. Puisqu'on a déjà vu se développer d'autres outils qui n'ont pas connu de grand succès, comme le DIF par exemple. Celui-ci a le mérite de s'adresser particulièrement à des publics un petit peu en difficulté, comme les agents de catégorie C qui n'ont pas forcément un niveau de formation très important, ou des agents qui peuvent être frappés d'inaptitude. Voilà. L'autre intérêt de ce dispositif, c'est que les droits acquis sont attachés à l'agent, c'est-à-dire qu'ils sont portables, ils peuvent les emporter avec eux s'ils mutent, donc ça c'est quelque chose d'intéressant pour les agents. Le périmètre des formations éligibles est bien plus large que le périmètre qui était affecté au DIF, donc ça me paraît être un plus pour les agents. Pour que ce dispositif fonctionne, il me semble qu'il faudrait de façon très urgente coordonner les informations auprès des employeurs, mais aussi auprès des agents. Pour l'instant, c'est un petit peu l'inconnu pour les uns et pour les autres, et c'est un peu sujet d'inquiétude aussi. Autre inquiétude, alors là, de la part des employeurs, c'est comment financer toutes ces formations, puisqu'il n'y a pas de budget spécifique alloué. Comment les agents pourront-ils apporter une réponse positive si les demandes sont trop importantes? Les budgets sont assez restreints, et les budgets de formation notamment aussi. Donc voilà, c'est une inquiétude de la part des employeurs. Pourront-ils faire face à toute la demande? Heureusement, ils ont quand même la possibilité de délibérer sur un plafond maximum de budget. Et dans cette période contrainte, je pense que c'était important aussi pour eux. Mais voilà, c'est un sujet intéressant. Et je pense qu'il faut lui donner les chances qu'il fonctionne mieux que le DIF n'a pas fonctionné, parce que pour moi, la formation, c'est quand même un enjeu majeur pour les agents et pour leur évolution.
Bon, alors pour l'instant, je ne peux pas trop me prononcer sur le sujet puisque le projet de loi de finances est en examen. Dans chacune des commissions concernées, nous sommes beaucoup de rapporteurs pour avis sur certaines parties du budget, mais c'est la commission des finances qui travaille le sujet sur le fond. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop d'avis sur le sujet et je me réserve un peu de voir comment avanceront les débats en séance pour prendre des positions. Clairement, la majorité sénatoriale fera des amendements pour apporter des correctifs, ça c'est clair, et je pense que je les soutiendrai. En fait, la masse salariale représente une part importante du budget de fonctionnement des collectivités territoriales, plus de 50% du budget de fonctionnement. Donc je pense qu'en ces temps de raréfaction des ressources, la gestion de la masse salariale devient un enjeu majeur pour les collectivités territoriales. Elles vont faire face à des vagues importantes de départ à la retraite dans les années à venir. Donc, un enjeu important pour les employeurs sera le recrutement. Comment recruter la bonne personne sur le bon poste? Comment rendre attractif la fonction publique? Comment la faire connaître dans les universités? Comment mieux payer les agents? Et puis on n'est pas sans savoir que certains secteurs géographiques ne sont pas aussi attractifs que d'autres, et pourtant il faut que les services publics soient rendus de la même façon sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, il y a des enjeux assez importants. Mais avant de recruter, il me semble qu'il faudra revoir la réorganisation des services, optimiser les ressources humaines. L'optimisation passe par la mutualisation interne, mutualisation externe, avec les intercommunalités et avec les centres de gestion, puisque ceux-ci sont des grands centres de mutualisation pour l'ensemble des collectivités qui adhèrent ou qui signent le socle commun de compétences. Les CDG proposent des services efficients à l'ensemble des collectivités, et surtout cette mutualisation via le centre de gestion garantit l'application homogène du statut sur l'ensemble du territoire français, et puis aussi facilite la mise en service de nouvelles obligations comme le référent déontologue, le délégué à la protection des données, et puis la médiation, voilà, des nouvelles compétences qui ont été instaurées récemment par la loi. Et à ce propos, je pense qu'il faudrait aussi prévoir une simplification administrative, parce que la gestion des ressources humaines devient vraiment très complexe, chacun peut le constater. Faire cohabiter des agents contractuels, des agents publics, ça devient assez complexe. Voilà. Donc, à mon sens, il faudrait simplifier. Autre enjeu majeur pour les employeurs, à mon sens, c'est la formation des agents. Je l'ai dit tout à l'heure dans la première question, la formation me paraît un enjeu très important. Enjeu important aussi, notamment dans le cadre de la réorganisation des services, je viens d'en parler, mais aussi de la modification de compétences des collectivités territoriales, de la mobilité, j'en ai parlé également, mais aussi de la fusion des collectivités. Donc voilà, mettre l'accent sur la formation des agents. Autre enjeu important, me semble-t-il, pour les employeurs et pour les agents, c'est la santé au travail. Il me semble que pendant des années, ça n'a pas été forcément une des priorités des employeurs, mais cela le devient. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'allongement de la durée des carrières, donc le vieillissement des agents, et tout ceci génère de l'absentéisme, génère le développement des risques psychosociaux, des incapacités partielles ou totales, des obligations de reclassement ou de maintien dans l'emploi. Voilà, l'adaptation de poste aussi, il faut aussi prévoir ça. Donc les collectivités doivent faire face à ces difficultés. Et aux côtés des élus, je pense que les encadrants ont un rôle majeur pour ceci, et je pense qu'il faut aussi qu'ils soient formés à ces difficultés-là et qu'ils rencontrent au sein de leurs équipes. Donc je reviens aussi sur la formation qui était pour moi un enjeu aussi très important. Et puis il y a aussi une personne qui a un rôle important sur la santé des agents, c'est les médecins de prévention. Et là, on se heurte à une difficulté en France, c'est qu'on n'arrive plus à recruter des médecins. Et ça, c'est dans toute la France. Donc c'est un sujet vraiment que les pouvoirs publics doivent prendre en considération. Et il faut accentuer la formation des médecins à la médecine du travail, et puis il faut aussi peut-être revoir la grille indiciaire
pour payer ces personnes parce que la fonction publique n'est clairement pas attractive et les médecins préfèrent être dans le secteur libéral et on le comprend. Mais c'est un enjeu majeur et je pense vraiment qu'il faut que tout le monde en prenne conscience. Et je voudrais, peut-être pour terminer, vous informer que la Commission des lois m'a confié une mission importante sur le handicap dans la fonction publique. Donc je ferai sans doute appel à la Fédération et puis peut-être aussi à l'Association des directeurs des centres de gestion pour avoir leur avis sur le sujet et puis bénéficier aussi de leurs compétences, de leurs informations. Voilà, merci.